Quand vous êtes nommé directeur de l'action sociale en 1994, donc, alors vous connaissez donc déjà bien le terrain de l'action sociale locale, mais aussi ministérielle. Mais ce qui nous intéresse, c'est que vous venez juste avant de la direction des hôpitaux pendant plusieurs années. La direction des hôpitaux, donc dans le même ministère, mais quelque chose, j'imagine, de très différent. Donc d'un côté, on a l'hospitalier et le soin, de l'autre côté, l'action sociale. Est-ce que ces deux univers bien complètement différents, ça serait intéressant, ça nous intéresserait d'avoir un peu votre point de vue là-dessus, d'autant plus que l'hospitalier, pendant 20 siècles d'histoire, s'est occupé de la pauvreté, d'un certain nombre de choses. Et qu'en est-il en fin de XXe siècle? Ah oui, mais c'est une vieille histoire, effectivement. Mais d'abord, pour dire, j'étais le numéro 2 de la direction des hôpitaux. J'avais été appelé par Gérard Vincent, nommé directeur des hôpitaux après les conflits infirmiers des années 88-89. J'avais été appelé par Gérard Vincent. D'abord, j'avais commencé par refuser, mais comme je m'ennuyais un peu comme directeur régional, j'ai accepté. Donc, je suis remonté à Paris, ce qui est un geste insensé pour un fonctionnaire qui avait réussi à être en province. Donc, un geste dément. Je remonte à Paris et je travaille pendant 3 ans et demi à la direction des hôpitaux, à des sujets effectivement qui étaient assez éloignés de l'action sociale et de ce que je pouvais faire en DAS notamment. Donc, néanmoins, je crois que il faut revenir sur l'histoire de l'action sociale. Jusqu'à une période récente, dans la préhistoire, si je puis dire, les hôpitaux étaient en charge, avec les bureaux municipaux de bienfaisance, étaient en charge des pauvres, des déviants, des vieillards qui survivaient, des orphelins, des enfants abandonnés, des infirmes. Donc les hôpitaux, c'est la préhistoire de l'action sociale. Et ils avaient laissé un souvenir, mauvais souvenir, un souvenir épouvantable. J'avais retrouvé dans mes postes territoriaux, dans les hospices, des situations horribles. Les hospices, à la fin des années 70, au début des années 80, en Auvergne, ou dans cette région, il y avait des choses qui étaient qu'on n'imagine même plus. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Et je sais, à Clermont-Ferrand, on se racontait les visions d'horreur. Quand on rentrait de visite dans des établissements, on se racontait les visions d'horreur qu'on avait eues dans tel ou tel hospice. Donc, c'est chose qu'on a oubliées. Je me souviens d'une section d'hospice, d'un hospice en Tarn-et-Garonne. Il y avait une salle commune de 22 femmes qui était dans un bâtiment isolé. Et à 20 mètres de l'entrée, on sentait les odeurs d'urine. Et vous aviez donc 20 femmes grabataires dans une grande salle commune. Je me souviens, on visitait, et il y avait 2 dames à gauche là. Il y en a une qui dit à l'autre: Madame, couvrez-vous, il y a de la visite.
C'était à poil. Et chaque fois qu'on visitait ces salles communes, il y avait toujours quelqu'un sur la chaise percée au milieu. Donc c'est des choses dont on a perdu le souvenir. Et donc, la politique de notre ministère, impulsée par Simone Veil à la fin de son premier mandat, des années 75, a été de résorber, d'humaniser tout cela. Et c'est une politique qui a réussi malgré tout, même si notre niveau d'exigence est plus élevé. Mais on avait, je dis, à la fin des années 70, des visions d'horreur dans ce pays. Chose qu'on ne peut même pas imaginer. Je pense à certains secteurs de polyhandicapés dans les hôpitaux psychiatriques, c'était des endroits qui étaient intenables. Je pense à l'hôpital de Rodez, par exemple, connu pour avoir hébergé Antonin Artaud, mais ce n'est pas le même service. Le service des handicapés de l'hôpital de Rodez, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Je ne comprends pas comment des gens pouvaient tenir dans ce cadre. Donc, les hôpitaux, c'était l'horreur. Et avec les politiques contemporaines avaient consisté à sortir de l'hôpital toutes les populations qui n'avaient rien à y faire dès lors qu'on commençait à soigner à l'hôpital. Quand on ne soignait pas à l'hôpital, on gardait des gens qu'on ne voulait pas avoir ailleurs. Lorsqu'on a commencé à soigner à l'hôpital à partir du début du XXe siècle, ou plutôt du milieu du XXe siècle, lorsqu'on a commencé à soigner à l'hôpital, on a fait sortir de l'hôpital les orphelins, les personnes handicapées, les personnes âgées et les pauvres, les CHRS, les EHPAD, les MEX et les foyers pour handicapés, les MAS. Donc on a créé des établissements pour vider les hôpitaux. Et la loi de 75, deuxième loi sur l'institution sociale, disposait que les hôpitaux ne devaient plus créer de services médico-sociaux et que même il fallait... les établissements avaient 2 ans pour les fermer, pour les transformer. Ça n'a jamais été exécuté. Ça n'a jamais été mis en demeure, en œuvre. Le rapport de Jean-Louis Bianco et l'ami, encore en 78-80, disait qu'il y avait encore, en ce qui concerne les enfants, des sections de... Oui, il y avait quelques sections, et puis les gens vous racontaient comment ça se passait autrefois. Mais il y avait quelques sections de foyers de l'enfance dans les hôpitaux. Et au début des années 70, c'est exact, c'était le cas en Aveyron. Quand je suis arrivé en Aveyron, le Conseil général venait d'acheter un château pour y installer le foyer de l'enfance. Il y est toujours, je crois d'ailleurs. Et en Tarn-et-Garonne, il y avait effectivement un foyer de l'enfance hospitalier avec un directeur qui grondait le responsable du foyer de l'enfance s'il ne faisait pas assez de journées. Il fallait faire des journées. Donc, et ça, c'était au début des années 70. Le rapport Bianco-Lamy, qui est un événement extrêmement important, a permis une accélération d'évolution qui était déjà amorcée, mais une accélération très forte de ces évolutions. Et donc, il était posé par la loi de 1975 que les hôpitaux ne devaient plus avoir de services médico-sociaux. Moyennant quoi, on en a déduit qu'il y avait une sorte de barrière infranchissable entre le sanitaire et le médico-social. Cette barrière infranchissable a fait des dégâts. Notamment toutes les catégories qui se trouvaient entre les deux. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont besoin à la fois de soins et d'un accompagnement social. Et donc, ces catégories se sont trouvées victimes d'une sorte de jeu de ping-pong. Mais non, il n'est pas malade, il est pour vous. Mais non, il est malade, il est pour vous. Et donc, il y a eu un jeu ping-pong qui fait que certaines catégories d'usagers, entre guillemets, ont été rejetés. Ça a été le cas pour les autistes, dont on ne savait pas s'ils étaient malades ou handicapés. Pour les personnes victimes de traumas crâniens, pour lesquelles il n'y avait rien, parce qu'il n'est pas pour nous, il est pour vous. Et pour diverses autres catégories, et notamment les personnes âgées dépendantes, qui relèvent à la fois de soins et d'un accompagnement, des gens qui sont en long séjour. Ce mur de Berlin qui séparait le social du sanitaire,
a été le prétexte, l'occasion de ne pas faire un certain nombre de choses qu'appeler la prise en charge des catégories que je viens d'évoquer, les autistes, les victimes de traumatisme crânien, les personnes âgées dépendantes, les handicapés psychiques, les gens, les personnes qui relèvent à la fois d'un soin psychiatrique et d'une prise en charge, d'un accompagnement long cours. Pour cela également, il n'y avait rien sauf des culs de basse-fosse. Les services d'effectologie dont on parlait. Donc, quand je suis arrivé avec cette expérience de DAS et un peu la direction des hôpitaux, quand je suis arrivé à la DAS, j'ai pris le contre-pied de mes prédécesseurs. Mes prédécesseurs disaient le médico-social n'a rien à voir avec les soins. Et j'ai pris le contre-pied. Et j'ai fait, avec la complicité de Jean-François Bauduré, et tout ceci est aidé par les travaux de Marcel Gégère, j'ai fait modifier les textes qui interdisaient le rapprochement entre le sanitaire et le médico-social. Donc les textes permettent au secteur hospitalier de gérer du médico-social, mais à certaines conditions, bien entendu. Et il n'est pas question de recréer ce qui se faisait autrefois. C'est un problème à la fois théorique et pratique, mais j'ai la conviction forte que l'autisme n'a pas été pris en charge comme il fallait dans ce pays à cause de cette barrière. D'accord. Ouais. Dans les années 2000, le CSTS s'est saisi de la question. Il y avait un groupe de travail. Développe CSTS. Le Conseil supérieur du travail social. S'est saisi de la question. Il y a un groupe de travail et il y a un petit fascicule qui est sorti sur le décloisonnement du sanitaire et du social. C'était, je crois que c'était 2002-2003, mais l'État était encore très inquiétant avec des cloisonnements très clairs au niveau des textes. Par contre, ce qui était très intéressant, c'était au regard des expérimentations et de l'innovation sociale dont on parlait tout à l'heure, des pratiques sur le terrain qui étaient extrêmement intéressantes. Est-ce que ces pratiques, elles ont pu être reprises au niveau de textes, au niveau de déclinaisons plus générales sur des programmes en France? Je pense par exemple à tout ce qui était en psychiatrie avec des maisons qui se sont retrouvées, des coordonnateurs de santé. Est-ce que tout ça, ça a pu aboutir à quelque chose de plus clair au niveau de l'État, par exemple, ou des départements, en termes de texte? Au niveau des... Bon, le problème n'est plus un problème de texte. C'est-à-dire que tous les textes qui... dresser cette barrière, ce mur de Berlin entre les deux secteurs, sont abrogés. La frontière est encore dans les têtes, dans les cultures professionnelles. Mais j'ai un exemple en tête de ce que vous dites. Là, une fondation dont je m'occupe à Toulouse a repris, il y a 4 ans, une vingtaine de patients qui étaient dans cet établissement au pavillon Lévy. Des personnes avec handicap psychique déficitaire, donc des gens qui avaient à la fois des troubles mentaux parfois stabilisés et une dépendance physique, intellectuelle lourde. Et donc ces gens étaient hospitalisés au pavillon Lévy, qui est tout près d'ici, étaient hospitalisés dans cet établissement, le CHS Marchand. Ces gens étaient hospitalisés parfois depuis 10 ou 20 ans. Et donc, à la demande de l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, la Fondation Marie-Louise a créé une maison d'accueil spécialisée pour accueillir 22 de ces patients. Sur les 22, pour 3, ça s'est très mal passé. Pour les autres, ça s'est bien passé. Et donc, les autres, c'est-à-dire que des gens, par exemple, que les familles ne voyaient jamais, reçoivent de la visite de leur famille. Des gens qui ne rentraient jamais chez eux.
rentrent le week-end chez eux. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu une course de l'autre côté de la rue à L'Oncopole, une course où étaient représentés beaucoup d'établissements de personnes handicapées, et 5 anciens pensionnaires du pavillon Lévy participaient à cette course dans l'équipe de la Fondation Marie-Louise. Donc, et c'est des gens qui vont à l'opéra, qui vont au Capitole, voir l'orchestre du Capitole, qui sortent en ville. Donc, le médico-social peut avoir un rôle extrêmement profitable de réhabilitation, il est là pour ça, de réhabilitation de patients qui ne relèvent plus de soins actifs. Et c'est une opération difficile. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup au plan national. En tout cas, ça a été suivi au plan national par la DGOS, par l'inspection générale, qui en parle dans un rapport. Et les résultats pour donc un certain nombre de ces gens sont spectaculaires. DGOS, Direction Générale de l'Organisation. C'est l'ancienne. La direction des hôpitaux est devenue la Direction Générale de l'Organisation des Soins. D'accord. Et l'inspection dont vous parliez, c'est évidemment l'IGAS. L'IGAS, oui. Inspection Générale des Affaires Sociales. Oui. D'accord. Nous reviendrons peut-être sur la question des formations ultérieurement, mais que pensez-vous du cloisonnement qui existe encore aujourd'hui entre les formations sanitaires et les formations sociales? Ah, ça, ma foi, c'est pas les mêmes métiers, elles ne forment pas au même métier. Elles ont des histoires différentes, et puis elles ne forment pas exactement au même métier, même si maintenant on commence à percevoir des métiers nouveaux qui se situent à la jonction du sanitaire et du social. Et notamment des gestionnaires de cas, des coordonnateurs. On commence à voir apparaître ce type de métier, mais il faut le dire quand même relativement nouveau. Il ne faut pas oublier que les assistantes sociales étaient au départ des infirmières. Puis, les assistantes sociales ont eu une formation infirmière. Et ce n'est que récemment que ce volet infirmier de leur formation a disparu. Donc, là aussi, on avait séparé le sanitaire du social. Et maintenant, on retrouve de nouveaux métiers de gestionnaire de cas, d'accompagnateur. Ces métiers qu'on va créer dans les cabinets médicaux, d'assistants médicaux, sont à la jonction, exactement à la jonction du sanitaire et du social. Donc, alors qu'on avait séparé, et le cas des assistantes sociales est significatif, elles étaient infirmières, ensuite elles ont eu un volet infirmier dans leur formation, on a supprimé ce volet infirmier, et maintenant on retrouve des professionnels qui auront cette double compétence sanitaire et sociale. Sur l'autisme que vous avez évoqué tout à l'heure, bon après, dans les 10 dernières années qui viennent de se passer, ça a été un dossier extrêmement conflictuel dans l'opinion publique et dans les associations, etc. Mais c'est Madame Veil qui vous avait confié une mission sur l'autisme. On lui a proposé une circulaire. Mais je crois, au moment où elle partait, une circulaire qui doit être de 96. De 96, à la fin du gouvernement, du ministère Balladur, je crois. Balladur. On l'a proposé parce qu'on avait ce problème qui était infiniment moins aigu que maintenant, parce que c'était l'ancien temps, effectivement, des situations qui n'étaient pas glorieuses. On lui avait proposé une circulaire de doctrine qui visait à pacifier les esprits et à expliquer qu'il fallait avoir à la fois une approche soignante et une approche éducative. Et qu'il fallait se garder à la fois du tout comportementaliste, la tendance existait déjà, en particulier à l'étranger, et du tout psychanalyste, et que donc il fallait avoir une approche un peu synthétique de l'autisme, sans quoi on était sûr d'avoir tout faux. Et donc Simone Veil a signé cette circulaire qui a été relevée par un article en première page du Monde. Ce n'était pas le cas pour toutes nos circulaires. Elle a signé cette circulaire et donc je crois qu'on était là sur la bonne voie, sauf que
effectivement, l'ampleur du phénomène de l'autisme, sa découverte, la découverte du phénomène de l'autisme fait que le problème reste quand même extrêmement compliqué. Simone Veil avait un esprit extrêmement disponible pour des sujets comme celui-là. On avait fait, peu de temps après d'ailleurs, une circulaire un peu comparable pour les traumatismes crâniens, pour essayer de reconnaître l'existence des personnes ayant un traumatisme crânien et trouver des solutions à la fois sanitaires et d'accompagnement répondant aux besoins de ces personnes. Et Simone Veil nous avait également beaucoup aidé pour un dossier qu'on avait essayé de ressortir parce que la politique que nous avions à l'ADAS, c'est d'être présent sur tous les fronts. Et nous étions secrétaires d'une commission qu'on n'avait jamais osé réunir, la commission consultative des gens du voyage, qui réunissait à la fois des représentants des gens du voyage et des représentants des élus. Et donc, effectivement, c'était on peut imaginer que c'était deux mondes dont les contacts provoquaient certaines frictions. Et nous avons... on dit qu'il faudrait réunir cette commission. Et Simone Veil avait obtenu du ministère de l'Intérieur qui nous prête un préfet chargé de mission, Guy Mérem, chargé de mission pour en discuter avec les préfets des problèmes des gens du voyage. Et avec Guy Mérem, on a dit mais il faut réunir cette commission. Et on est allé voir Simone Veil pour dire voilà, il faut la réunir, mais on a peur qu'ils se battent. Et Simone Veil a dit, pas de problème. Elle est venue présider cette commission, qui était la première fois, je crois qu'on a réuni une seule fois depuis. Donc elle a réuni cette commission, l'a présidée, ça va être en 95, je pense, en 97. 97, réuni cette commission. Oui, elle était à la fin de son mandat, en 96. Elle a réuni cette commission, et il y avait donc des élus nerveux, des gens du voyage crispés, des représentants des gens du voyage crispés, et la commission s'est bien tenue parce que Simone Veil a fait une introduction dans laquelle elle a dit voilà, je me souviens des gens du voyage, pendant la marche de la mort, en janvier 2015, ce sont des gens du voyage, des gitanes, qui m'ont aidé à marcher. Et à partir de là, c'était gagné. C'était gagné. Tout le monde était communié dans cette émotion. Et donc, la commission s'est bien tenue. Les gens se sont bien tenus. Et ils pouvaient déboucher sur des conséquences positives. Cela étant, elle est partie peu de temps après. On n'a pas osé la réunir avec... voilà, puis il y avait... On fait un travail de terrain pour essayer de trouver des problèmes pour le stationnement. Le problème pour les gens du voyage, c'est le stationnement, des aires des grandes aires pour les gens qui vont en pèlerinage, et puis on essayait de développer des aires familiales pour les semi-nomades. Voilà, bon, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, Simone Veil était très disponible pour des sujets... difficile et sortant d'ordinaire. Sur la politique de la ville, elle m'a un jour fait un reproche qui m'a beaucoup mortifié, mais qui était fondé. Elle m'a dit, dans les quartiers, je ne vois pas beaucoup de travailleurs sociaux. Là, voilà. C'était un sujet qui... J'avoue que j'étais un peu gêné parce que dans la pratique, c'était un peu comme ça. Mais ça tenait aussi à la politique des institutions qui les emploient. Quand j'étais en département, en Tarn-et-Garonne, on avait un quartier difficile, un quartier dans lequel il y a eu d'ailleurs, à la fin de 1999, une émeute urbaine où l'éducateur de prévention a été sérieusement blessé. Et ce quartier difficile, un jour j'y vais, parce qu'il y avait un immeuble qui posait des problèmes, une tour qui a été rasée depuis, la tour Saint-Michel, et il y avait l'assistante sociale du secteur. Et qu'est-ce que je vois? Ma grande surprise, c'est qu'on y avait mis, bien entendu, la dernière arrivée, la plus jeune, dont je me souviens bien du nom et du prénom, une petite, qui avait une tête de poupée, et qui s'occupait de ces... qui était gonflée. On avait mis la plus jeune dans le secteur le plus difficile du département. Voilà, bon, c'était comme ça. C'était comme ça, et donc le problème des travailleurs sociaux, souvent, c'est que ces gens n'exercent pas des professions libérales, et ils travaillent en fonction des politiques de leur institution. Et donc, s'il y a de bonnes politiques institutionnelles, il y aura de bons travailleurs sociaux.
Et s'il y a de bonnes formations, peut-être aussi. Ah ben aussi, bien sûr. Bien sûr. Donc on reprendra la question des formations. Oui.